Ethan Blackwood regarda sa femme, une femme qui avait frotté les sols d'un restaurant juste pour payer sa formation intensive en programmation informatique, et la traita de mauvais investissement. Il jeta les papiers du divorce sur la table, convaincu qu'il se débarrassait d'un poids mort pour épouser la fille d'un PDG. Mais l'arrogance a une drôle de façon d'aveugler les hommes. Ethan ne savait pas que la femme qui sanglotait sur le sol était l'héritière secrète de l'Empire maritime Kensington-Vane. En franchissant la porte, il ne lui avait pas seulement brisé le cœur. Sans le savoir, il avait débloqué une clause cachée dans le testament de son grand-père, lui offrant la fortune de 1,4 milliard de dollars qu'il avait passé toute sa vie à poursuivre. L'enveloppe posée sur l'îlot de cuisine n'était pas épaisse, mais elle était lourde. Elle trônait là, d'un blanc éclatant, sur le stratifié imitation granit qui s'écaillait au coin du plan de travail que Daniel Mitchell avait essayé de réparer avec de la superglue 3 mois auparavant. Daniel la fixait, les mains tremblantes. Elle les essuya sur son tablier, qui sentait légèrement la graisse et le café brûlé de son service au Joe's Diner. Ses pieds lui faisaient mal. Elle avait marché sous la bruine pour rentrer chez elle, car la transmission de leur Civic 2014 avait finalement rendu l'âme à 2 pâtés de maison de là. « Ethan », appela-t-elle d'une voix cassée. Ethan Blackwood se tenait près de la fenêtre, lui tournant le dos. Il portait le costume gris anthracite qu'elle lui avait acheté pour son entretien chez Apex Tech, le costume qui lui avait coûté 1 mois de loyer, le costume pour lequel elle avait mangé des nouilles instantanées pendant 4 semaines afin de pouvoir se le permettre. Il avait l'air élégant, couronné de succès et totalement inconnu. « C'est fait, Daniel », dit Ethan sans se retourner. « Pourront éviter le tribunal. Ces plus pourront éviter le tribunal. C'est plus propre comme ça. » « Plus propre ?» Daniel éclata d'un rire aigu et hystérique. Elle s'approcha de lui et tendit la main pour toucher son bras, mais il recula comme si elle était contagieuse. « Ethan, nous sommes ensemble depuis la 2e année. J'ai fait des doubles gardes pendant que tu développais ton application. J'ai payé les frais de serveur quand Apex a failli faire faillite. Nous nous sommes promis de nous soutenir mutuellement. » Ethan l'interrompit et se retourna enfin. Ses yeux étaient d'un bleu glacial. « Et tu l'as fait. Je t'en suis reconnaissant. Mais regarde-toi, Daniel. » Il fit un geste vague vers elle, vers ses cheveux humides, son uniforme taché, ses épaules affaissées d'épuisement. « Tu es coincée, dit-il. Tu es heureuse d'être serveuse. Tu es heureuse comme ça. » Il fit un geste de la main en direction de leur petit appartement d'une chambre situé dans un quartier populaire de Seattle. « Pas moins, Apex est en plein essor. Nous venons d'obtenir un financement de série B. Je vais rencontrer des investisseurs à Zurich et à Tokyo. J'ai besoin d'un partenaire qui corresponde à ce monde. Quelqu'un qui comprenne les enjeux. » Daniel sentit le sang se retirer de son visage. « Tu me quittes parce que je ne suis pas assez chic. Ethan, je suis serveuse parce que je rembourse tes prêts étudiants. J'ai mis mon diplôme d'infirmière en suspens pour toi. Et c'était ton choix. » Ethan s'énerva en ajustant ses poignets. « Je ne t'ai jamais demandé d'être une martyre, Daniel. J'avais besoin d'une partenaire, pas d'une béquille. Et franchement, nous avons évolué l'un sans l'autre. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse se rendre à un gala sans avoir l'air de s'inquiéter pour le pas de pourboire. » La cruauté de ses paroles lui coupa le souffle. C'était l'homme qu'elle avait soigné lorsqu'il avait la grippe, l'homme qu'elle avait réconforté à la mort de son père, l'homme dont elle avait nourri les rêves de sa sueur et de ses larmes. « Y a-t-il quelqu'un d'autre ?» demanda Daniel, la prise de conscience la frappant comme un coup physique. Ethan hésita. Pendant une fraction de seconde, un éclair de culpabilité traversa son visage, mais il le réprima instantanément. « Cela n'a aucune importance. Il s'agit de nous. Il s'agit du fait que je progresse et que tu stagnes. Je suis prêt à être généreux. Tu peux garder les meubles. Je te donnerai 5 000 $ pour t'installer ailleurs. »« 5 000 $, murmura Daniel. « Ethan, notre compte joint contient 40 000 $, de l'argent que j'ai économisé, de l'argent qui est désormais immobilisé dans les actifs d'Apex. » Ethan mentit avec aisance. Elle savait qu'il mentait. Elle le voyait à la façon dont il touchait sa cravate, un tic nerveux qu'il avait depuis l'université. 5 000 $, c'est un cadeau. Prends-les, signe les papiers, ne complique pas les choses. Il regarda sa montre. Une Rolex Submariner, neuve et chère. J'ai réservé une table aux pierres pour 20 heures, dit-il en vérifiant son reflet dans le miroir du couloir. J'ai fait une valise. J'enverrai un déménageur chercher le reste de mes affaires lundi. Ne sois plus là à mon retour. Il passa devant elle. Le parfum d'une eau de Cologne coûteuse, 133, qu'elle ne lui avait certainement pas acheté,
flottait dans l'air. Il ne se retourna pas. Il ouvrit la porte, sortit sous la pluie et la referma dans un léger clic final. Danielle resta figée dans le couloir. Le silence de l'appartement était assourdissant. Elle se dirigea vers la fenêtre et le regarda monter dans une élégante berline noire qui attendait au bord du trottoir. Ce n'était pas un Uber. Alors que la voiture s'éloignait, Danielle aperçut la silhouette d'une femme sur le siège passager. Elle avait des cheveux blonds parfaitement coiffés. Elle se pencha et embrassa Ethan sur la joue. Danielle tomba à genoux, le sol stratifié dur et froid contre ses jambes. Elle n'avait pas seulement le cœur brisé, elle était sans ressources. Elle avait 82 $ sur son compte bancaire personnel. Son nom ne figurait pas sur le bail. Ethan avait insisté pour le mettre à son nom pour des raisons de sauvabilité. Elle regarda les papiers du divorce sur le comptoir. Plaignant, Ethan James Blackwood. Défenderesse, Danielle Marie Mitchell. Le fond du gouffre. Elle murmura dans la pièce vide. Ça y est, ça ne peut pas être pire que ça. Elle se trompait, ça pouvait être pire, et cela allait empirer avant que la vérité n'éclate. 3 jours plus tard, Danielle était assise sur un matelas rongé par les mites dans une chambre de motel qui sentait le tabac froid et le désespoir. Le Starlight Motel était le genre d'endroit où les gens allaient lorsqu'ils voulaient disparaître ou lorsque le monde les avait déjà fait disparaître. Elle avait signé les papiers. Elle n'avait pas d'argent pour payer un avocat afin de se défendre contre lui. Et l'humiliation était si forte. Elle voulait juste couper le membre pour arrêter l'hémorragie. Elle prit les 5 000 $ qu'Ethan lui avait transférés à titre d'indemnité de départ. Elle l'appela avec amertume et déménagea. Mais l'univers, semble-t-il, n'avait pas fini de la malmener. Le mardi matin, elle était allée à la banque pour déposer le chèque, mais son compte avait été gelé. Apparemment, le compte joint qu'elle partageait avec Ethan avait été signalé pour activité suspecte en raison d'un retrait massif qu'il avait effectué. Et la banque avait temporairement bloqué tous les comptes associés, y compris son compte personnel. Elle avait exactement 38,50 $ en espèces. Elle s'assit sur le lit et fixa la télévision sans vraiment la regarder. Les informations locales passaient et, dans les actualités économiques locales, Ethan Blackwood, la coqueluche du secteur technologique chez Apex Tech, venait d'annoncer ses fiançailles avec Chloe Street, James Harris à la Fortune Street James Pharmaceutical. Le couple puissant avait été aperçu hier soir au Gala des Arts. Danielle releva brusquement de la tête. Ils étaient le point, élégant dans son smoking, son bras enroulé possessivement autour d'une femme qui semblait avoir été fabriquée dans un laboratoire pour milliardaires. Chloe Street James, blonde, grande, vêtue d'une robe qui coûtait plus cher que les revenus de toute la vie de Danielle. « Nous sommes tellement heureux », disait Chloé au journaliste, en montrant une bague en diamant de la taille d'un œuf de caille. « Ethan est un visionnaire. Nous travaillons ensemble au conseil d'administration depuis des mois. Eh bien, le courant est passé. Des mois. » Danielle sentit la bile lui monter à la gorge. Il ne l'avait pas seulement quittée parce qu'elle était pauvre. Il avait préparé sa nouvelle vie tout en continuant à dormir dans son lit. Il l'avait troquée contre un symbole de statut social. Elle éteignit de la télévision, les mains tremblant si fort qu'elle laissa tomber la télécommande. Elle se recroquevilla en boule, les sanglots secouant son corps jusqu'à lui faire mal aux côtes. Elle n'avait aucune famille à appeler. Sa mère était morte quand elle avait 10 ans. Et son père, eh bien, elle ne parlait pas de la famille de son père. Jamais. Son père, David, avait été un rebelle. Il avait quitté sa famille, une riche dynastie du Connecticut, pour épouser sa mère, une artiste en difficulté. À cause de cela, son père, Silas Vaughn, l'avait renié, lui coupant complètement les vivres. Danielle n'avait jamais rencontré son grand-père. Elle ne le connaissait que comme un mythe terrifiant, un homme qui aimait l'argent plus que sa propre chair et son propre sang. Lorsque son père était mort dans un accident de voiture 5 ans auparavant, Silas n'avait même pas envoyé de fleurs. Elle était vraiment seule. Le téléphone sur la table de chevet sonna, la faisant sursauter. C'était une sonnerie mécanique et stridente. Danielle le fixa du regard. Qui pouvait bien l'appeler ici? Elle n'avait donné ce numéro qu'au restaurant. Elle décrocha. « Bonjour, êtes-vous Danielle Marie Mitchell? » Une voix masculine, une voix grave et autoritaire, avec un léger accent britannique. Ce n'était pas un télévendeur. « Oui, répondit-elle d'une voix rauque. Qui est à l'appareil? »« Je m'appelle Alistair Graham. Je suis associé principal chez Holloway Graham & Associates à Londres. J'ai essayé de vous joindre sur votre portable, mais il semble être déconnecté. Je n'ai pas pu payer la facture, admit Danielle, les joues brûlantes de honte. Écoutez, si vous êtes un agent de recouvrement, je n'ai pas...
Je ne suis pas un agent de recouvrement, mademoiselle Mitchell, dit Allister. Son ton changea, devenant plus doux, presque respectueux. Je suis l'administrateur de la succession de Silas Vine. Daniel se figea. L'air dans la pièce semblait se raréfier. Mon grand-père? Oui. J'ai le regret de vous informer que M. Vine est décédé il y a 72 heures dans sa maison des Hamptons. Daniel ressentit un étrange engourdissement. Elle n'aurait pas dû s'en soucier. Cet homme était un étranger qui avait laissé son père se débattre. « Je suis désolé de l'apprendre, dit-elle machinalement. Mais je ne comprends pas pourquoi vous m'appelez. Il nous a rejetés. Il nous a clairement fait comprendre que nous n'étions rien pour lui. C'est ce qu'il voulait que le monde croie. » Allister dit, « Silas Vine était un homme complexe. Mademoiselle Mitchell, c'était un homme qui aimait mettre les gens à l'épreuve. Il croyait que la richesse sans lutte rendait les hommes faibles. Il a regardé votre père partir. Et même si cela lui a brisé le cœur, il l'a laissé partir parce qu'il voulait voir si David pouvait s'en sortir tout seul. Il n'y est pas parvenu, dit Daniel avec amertume. Il est mort endetté. Il est mort d'un homme intègre, a corrigé Allister. Et puis Silas vous a observé. Daniel a agrippé le cordon du téléphone. Il m'a observé pendant 10 ans. Il a fait suivre vos progrès par des détectives privés. Il savait que vous étiez à l'école d'infirmière. Il savait que vous faisiez des doubles gardes. Il savait que vous sacrifiez votre argent pour l'entreprise de votre mari. Il savait tout cela et n'a rien fait. Daniel a pleuré. Je mangeais des ramen pour le dîner. Je collais mes chaussures. Il voulait voir si tu avais le courage, dit Allister. Il voulait savoir si tu étais vaniteuse et il avait une clause spécifique dans son testament. Il l'appelait la clause parasite. Quoi? L'héritage était bloqué, expliqua Allister. Tant que vous étiez marié à Ethan Blackwood. Daniel eut le souffle coupé. Qu'avez-vous dit? Silas ne lui faisait pas confiance. Ses enquêteurs avaient signalé M. Blackwood il y a des années comme étant un opportuniste. Silas avait écrit que dès que vous seriez libéré du poids qui vous retenait, la fiducie serait activée. Il ne voulait pas que le travail de toute sa vie revienne à un homme qui le dépenserait en futilité. Allister fit une pause, le silence s'étirant à travers la ligne. Mes associés ont surveillé les dépôts judiciaires. Mademoiselle Mitchell, nous avons vu que les papiers de divorce ont été déposés et signés il y a 3 jours. Nous avons vu que M. Blackwood a légalement rompu ses liens. Il a renoncé à tous ses droits sur vos futurs actifs en échange d'une dissolution rapide. Le cœur de Daniel battait contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'Allister a déclaré que depuis ce matin, vous êtes l'unique bénéficiaire de la fortune, des compagnies maritimes, du portefeuille immobilier à Manhattan et à Londres, des liquidités, de tout. Daniel regarda autour d'elle la chambre d'hôtel sale. Elle regarda son jean déchiré. « Combien? » murmura-t-elle. « Après impôts et déductions caritatives, » répondit Allister d'une voix calme et posée. « La valeur nette est d'environ 1,4 milliard de dollars. » Daniel laissa tomber le téléphone. Il se balançait au bout du cordon. 1,4 milliard. Ethan l'avait quitté pour une femme dont le père valait peut-être 50 millions. Il l'avait quittée parce qu'elle était immobile. Il lui avait donné 5 000 $ comme s'il s'agissait d'une rançon royale. Elle reprit le téléphone. Ses mains ne tremblaient plus. Une tige d'acier froid venait de remplacer sa colonne vertébrale. « Monsieur Grain, je suis là. Mademoiselle Mitchell, quand puis-je accéder au fonds? J'ai déjà viré une avance de 50 000 $ sur un compte sécurisé à votre nom chez Chase Private Client. Une voiture est en route pour venir vous chercher au Starlight Motel. Une suite vous attend au Four Seasons. Nous devons discuter de la stratégie. » La stratégie? Oui. Allister l'a dit. Silas vous a laissé une lettre. Il a dit que lorsqu'elle recevrait l'argent, vous deviez lui poser une question. Veut-elle partir et vivre en paix ou veut-elle racheter l'entreprise qui lui a brisé le cœur? Daniel ferma les yeux. Elle repensa au rictus d'Ethan. Elle repensa à Chloe Street James exhibant sa bague. Elle repensa à son mauvais investissement. Elle ouvrit les yeux. Ils étaient secs. « Monsieur. »« Graham, dit-elle, dites au chauffeur de se dépêcher. Nous avons beaucoup de travail. » Le passage du Starlight Motel à la banquette arrière d'une Rolls-Royce Phantom fut si brutal que Daniel se sentit physiquement malade. Les sièges en cuir étaient aussi moelleux que du beurre. L'air à l'intérieur de l'habitacle était filtré et parfumé d'une subtile odeur de jasmin et d'argent ancien à l'extérieur des vitres teintées. La pluie grise de Seattle maculait les vitres, brouillant le monde qu'elle laissait derrière elle. Elle ne parla pas au chauffeur. Elle se contenta de fixer ses mains. Quelques heures plus tôt, ses mains frottaient l'évier du motel avec un savon bon marché. À présent,
Elle reposait sur un accoudoir qui valait plus que le salaire annuel de son père. Ils arrivèrent au Four Seasons, dans le centre-ville. Le personnel ne prêta aucune attention à son jean déchiré ni à son pull effiloché. Alistair Graham avait manifestement passé un coup de fil. Le directeur l'accueillit sur le trottoir, s'inclinant légèrement. « Mademoiselle Vin, dit-il, utilisant le nom de famille de son grand-père. Cela sonnait étrange à ses oreilles. « Bienvenue chez vous. Nous avons préparé la suite présidentielle. » À l'étage, la chambre était un havre de silence et de lumière. Les baies vitrées donnaient sur le Puget Sound. Un bouquet de lys blanc, plus grand qu'un centre de table de mariage, trônait sur la table en acajou. Danielle se dirigea vers le miroir dans le couloir. Elle avait l'air épuisée. Des cernes entouraient ses yeux et sa peau était pâle. Elle ressemblait à un fantôme hantant un palais. « Il faut s'y habituer », dit une voix depuis le seuil de la porte. Alistair Graham se tenait là. En personne, il était encore plus imposant qu'au téléphone. C'était un homme âgé, peut-être dans la soixantaine, avec des cheveux argentés et un costume taillé au millimètre près. Il tenait un épais porte-document en cuir. « J'ai l'impression d'être une imposteur », admet Danielle, d'une voix à peine audible. Ethan disait souvent que j'avais peu d'énergie, que ma place était à l'arrière-plan. Peut-être avait-il raison. Peut-être ne suis-je qu'une serveuse dans la maison d'un homme riche. Alistair s'approcha et posa le porte-document sur la table. Il l'ouvrit, révélant une seule enveloppe jaunie scellée à la cire rouge. « Silas Vane ne faisait pas d'erreur, » dit Alistair doucement. « Et il ne supportait pas les imbéciles. Il t'a observé pendant 10 ans, Daniel. Il t'a vu occuper 3 emplois. Il t'a vu soigner les malades. Il t'a vu gérer un budget familial avec quelques centimes pendant que ton mari jouait au PDG. Silas admirait la résilience par-dessus tout. Il méprisait ceux qui étaient nés en 3e base et pensait avoir frappé un triple. Il poussa l'enveloppe vers elle. « Lise-la. Puis dis-moi si tu te sens comme une imposteur. » Daniel brisa le sceau. L'écriture était irrégulière, tranchante et énergique. « Daniel, si tu lis ceci, la sanction est partie. Tant mieux. Je le détestais. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je connaissais son genre. C'est un homme qui gravit les échelons construits par d'autres. Tu me détestes, probablement. Tu as raison. J'ai été un père sévère et un grand-père absent. J'ai laissé David se noyer parce que je pensais qu'il devait apprendre à nager. J'avais tort. J'ai perdu mon fils à cause de mon entêtement. Je ne voulais pas refaire la même erreur avec toi, mais je ne pouvais pas te donner cet argent alors que tu étais attaché à cette ancre. Si je t'avais donné cette fortune il y a 5 ans, ce garçon t'aurait saigné à blanc. Il aurait pris le travail de toute ma vie et l'aurait dépensé en voitures de sport et en projets futiles. Alors j'ai attendu. J'ai attendu que tu le vois tel qu'il était vraiment. Maintenant, tu es libre. Tu as le sang vaniteux. Tu as le feu. Je te laisse l'épée, Daniel. C'est à toi de décider qui tu vas couper avec. Tu nous vois? » Daniel baissa la lettre. Une larme s'échappa, traçant un sillon dans la poussière sur sa joue. Ce n'était pas vraiment de la tristesse. C'était une validation. Pendant des années, Ethan l'avait fait se sentir petite, stupide et indigne. Il l'avait traitée comme un fardeau. Mais le terrifiant Silas Vane, un homme qui dévorait les PDG au petit-déjeuner, avait cru en elle. « Il m'a laissé une épée », murmura Daniel. « Au sens figuré, » dit Alistair en s'asseyant et en croisant les jambes. « Mais au sens littéral, il t'a laissé le capitaine Vane. Nous possédons des flottes maritimes dans l'Atlantique, des mines de lithium dans le Nevada et une participation majoritaire dans 3 grandes chaînes d'approvisionnement pharmaceutique. Nous sommes des géants discrets. Nous ne faisons pas la une des journaux. Nous sommes propriétaires du journal. » Daniel s'assit en face de lui. Le brouillard dans son cerveau se dissipait. Le désespoir du motel faisait place à une lucidité froide et aiguë. « Ethan a mentionné Apex Tech », dit-elle d'une voix plus assurée. Il a dit qu'ils avaient obtenu un financement de série B. Il part pour Zurich et Tokyo. Alistair acquiesça et sortit une tablette de sa mallette. Il tapota l'écran et la fit glisser vers elle. « Ethan est optimiste », corrigea Alistair. « Il pense avoir obtenu le financement de série B. Il a conclu un accord verbal avec le groupe Kensington pour un apport de 50 millions de dollars, mais les papiers n'ont pas encore été signés. Il a surendetté Daniel. Il a dépensé les fonds de démarrage initiaux pour l'image de marque, les bureaux et l'apparence. Il brûle 200 000 dollars par mois. Si l'accord avec Kensington tombe à l'eau, Apex sera insolvable dans les 6 semaines. » Daniel examina les chiffres. Elle n'avait pas de diplôme en commerce, mais elle savait établir un budget. Elle regarda la colonne intitulée « Dépenses du PDG »
qui comprenait les jets privés, les dîners avec les clients et les locations de luxe. Il dépense de l'argent qu'il n'a pas, murmura Daniel. Il essaie de donner l'impression de réussir pour attirer le succès. Exactement. C'est un château de cartes. Alice Tester le regarda attentivement. Le groupe Kensington is it. Il cherche une raison de se retirer ou un partenaire avec qui partager le risque. C'est une entreprise conservatrice. Daniel se leva et se dirigea vers la fenêtre. Elle regarda les lumières de la ville où Ethan trinquait actuellement à ses fiançailles avec Chloe Street. James était probablement en train de déboucher une bouteille de Dom Pérignon millésimée qu'il ne pourrait pas payer. « Pouvons-nous racheter la dette ?» demanda Daniel. Alice Tester haussa un sourcil. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. « Nous pouvons faire mieux. Vane Capital peut proposer un prix inférieur à celui de Kensington. Nous pouvons offrir de meilleures conditions. Racheter la totalité du tour. Nous pouvons devenir l'actionnaire majoritaire. »« Mais il me connaît, » dit Daniel. « S'il voit mon nom, il refusera. » Alice Tester la rassura. « Nous utiliserons une société écran, Nebula Holdings, une société offshore standard. Sans visage, sans nom, juste un chéquier avec des zéros à l'infini. Le temps qu'il réalise qui est à la tête de la table, l'encre sera sèche. » Daniel appuya sa main contre la vitre froide. Elle vit son reflet. Une femme fatiguée dans des vêtements sales. « J'ai besoin d'une douche, dit-elle. Et j'ai besoin de vêtements. Pas seulement de vêtements, Alice Tester. J'ai besoin d'une armure. Si je dois entrer dans son monde, je ne peux pas ressembler à Daniel la serveuse. J'ai déjà pris rendez-vous avec une styliste, dit Alice Tester en se levant. Elle arrive à 8 heures. Et Mademoiselle Vane. Oui, il y a un sommet technologique dans 3 semaines. Le Innovators Ball à San Francisco. Ethan Blackwood est le conférencier principal. Il prévoit d'y dévoiler sa nouvelle fiancée et son nouveau financement. Daniel se retourna. Ses yeux n'étaient plus les yeux doux et suppliants d'une épouse négligée. Ils étaient durs, sombres et dangereux. « Trouve-moi une invitation, dit-elle, et assure-toi que ce soit une invitation VIP. » La transformation ne fut pas instantanée. Ce fut un camp d'entraînement épuisant de 3 semaines. Daniel ne s'est pas contenté d'acheter des vêtements. Elle a appris à les porter. Alice Tester a engagé un coach en posture, un instructeur en addiction et un analyste commercial. De l'aube jusqu'à minuit, Daniel a absorbé des informations. Elle a appris à lire des bilans financiers. Elle a appris les subtilités de l'étiquette de la haute société. Comment tenir un verre de vin par le pied. Comment entrer dans une pièce sans regarder le sol. Comment faire taire un homme d'un seul regard. Elle s'est coupé les cheveux. Les longues boucles brunes en bataille qu'elle attachait habituellement avec un chouchou avaient disparu. À leur place, elle arborait une coupe au carré asymétrique teinte d'un noir corbeau profond et brillant. Elle encadrait son visage, mettant en valeur des pommettes dont elle n'avait pas conscience avant de perdre le poids pris à cause du stress. Elle n'était plus Danielle Mitchell. Danielle Mitchell était une victime. La femme dans le miroir était Danielle Vane. Le soir du bal des innovateurs arriva. Il se tenait au Palais des Beaux-Arts de San Francisco, un lieu aux rotondes vertigineuses et aux marbres résonnants. L'air était chargé du parfum des lys et du bourdonnement d'1 milliard de dollars de fortune nette, se mêlant dans une seule pièce. Ethan Blackwood se tenait près du centre de la salle principale, un verre de scotch à la main. Il était impeccable dans son smoking bleu nuit, son sourire éclatant et travaillé. À son bras se trouvait Chloe Street James. Chloe était indéniablement belle, à la manière d'une statue, froide et parfaite. Elle portait une robe argentée qui scintillait comme du mercure liquide. Elle riait à une remarque d'un investisseur en capital risque, sa main posée de manière possessive sur la poitrine d'Ethan. « Tu es en feu ce soir, chérie », murmura Chloé à Ethan alors que l'investisseur s'éloignait. « Tout le monde veut une part d'Apex. »« C'est l'élan », dit Ethan en balayant la salle du regard. Il se sentait comme un roi. Les papiers du divorce avaient été déposés. Daniel était parti, probablement en train de pleurer dans un parc de mobile homes quelque part, et il était sur le point de conclure l'affaire de sa vie. Une fois que Kensington aura signé la semaine prochaine, nous serons intouchables. « As-tu entendu parler de Nebula Holdings ?» demanda Chloé en sirotant son champagne. « Papa en a parlé. Il a dit qu'il s'intéressait à l'accord. Très mystérieux. Qu'il s'intéresse. » Ethan ricana. « Je me fiche de savoir à qui appartient l'argent tant que le chèque est encaissé. Je dois juste passer le discours d'ouverture. » De l'autre côté de la pièce, les lourdes portes en chêne s'ouvrirent. Habituellement, lorsque les portes s'ouvrent lors d'une fête, personne ne le remarque, mais le silence qui se propagea dans l'entrée était contagieux.
Il se répandit de l'arrière de la pièce vers l'avant comme une vague. Ethan fronça les sourcils et se retourna pour voir ce qui distrayait son public. Une femme descendait le grand escalier. Elle portait une robe en velours cramoisi foncé. Une touche de rouge sang dans une mer de smoking noir et de robe argentée. La robe était structurée, architecturale, avec un col haut et un dos plongeant. Elle était à la fois conservatrice et incroyablement provocante. Elle ne portait aucun bijou, à l'exception d'une paire de boucles d'oreilles vintage en émeraude qui captaient la lumière à chaque pas. Elle marchait lentement, délibérément. Chaque pas résonnait sur le marbre, produisant un léger écho. « Qui est-ce » demanda Chloé, la voix tendue. « Est-ce une actrice » Ethan plissa les yeux. La femme avait les cheveux courts, coupés nets. Son maquillage était audacieux, avec des lèvres rouges foncées et assorties à sa robe. Elle avait l'air puissante, intimidante et familière. Ethan ressentit un étrange picotement dans la nuque. Il connaissait cette démarche, mais le contexte ne collait pas. Cette démarche appartenait à une femme portant un plateau de crêpes, pas à une femme descendant les escaliers, comme si elle était la propriétaire des lieux. La femme arriva en bas des escaliers. Alistair Graham sortit de la foule, tel un garde du corps distingué, et lui offrit son bras. Elle le prit, mais sans le regarder. Elle regardait droit devant elle, droit vers Ethan. Le verre d'Ethan glissa dans sa main, renversant du scotch sur ses jointures. « Daniel » articula-t-il. C'était impossible. Daniel était mal fagoté. Daniel portait des sweats à capuche trop grands. Daniel s'excusait de prendre de la place. Cette femme avait l'air de pouvoir incendier l'immeuble si la température ne lui convenait pas. « Tu la connais » demanda Chloé, sentant sa tension. « Je crois que c'est mon ex-femme » balbutia Ethan, le visage livide. Chloé eut un rire aigu et incrédule. « La serveuse » Ethan, ne sois pas ridicule. Cette femme porte une robe Deere vintage. Cette robe coûte plus cher que ta première voiture. Et elle est avec Alistair Graham. C'est le requin qui gère le patrimoine de vin. Pourquoi ton ex, une serveuse de restaurant, serait-elle avec le dirigeant le plus puissant de Londres? Ethan secoua la tête. Je ne sais pas, mais je dois le découvrir. La panique commença à monter en lui. Était-elle en train de s'écrouler? Était-elle venue pour faire une scène, pour supplier? Si elle faisait une scène devant les investisseurs de Kensington, cela pourrait tout gâcher. « Reste ici », ordonna Ethan à Chloé. Il se fraya un chemin à travers la foule, le cœur battant à tout rompre. Il intercepta Daniel juste au moment où elle prenait un verre d'eau gazeuse sur un plateau qui passait. « Daniel », siffla-t-il en lui saisissant le coude. Daniel s'arrêta. Elle ne broncha pas. Elle baissa lentement les yeux vers sa main posée sur son bras, la regardant avec un léger dégoût, comme si un cafard s'était posé sur sa manche de velours. Elle leva les yeux et croisa son regard. Ses yeux étaient froids, dépourvus de la chaleur qu'il avait l'habitude de manipuler. « Monsieur Blackwood », dit-elle. Sa voix était différente. Le ton était plus grave, l'élocution plus claire. « Vous froissez le tissu. Veuillez retirer votre main. Que diable faites-vous ici ?» murmura Ethan avec rage, se penchant vers elle. « Comment êtes-vous entré? Avez-vous couché avec le videur? Écoutez, Daniel, je vous ai donné les 5 000 $. Si vous êtes ici pour en demander davantage, vous commettez une grave erreur. » Daniel rit. C'était un son doux et sec. « Supplier? Oh, Ethan, tu as toujours eu beaucoup d'imagination. » Baisse la voix, lança Ethan en jetant un coup d'œil autour de lui pour voir si quelqu'un les observait. « Tu n'as rien à faire ici. Regarde-toi, tu t'es déguisé. Qui a payé pour ça? Tu t'es déjà trouvé un papa gâteau? » ricana-t-il, essayant de reprendre le dessus. « Ou bien tu as dépensé tout l'argent que je t'ai donné pour louer une robe juste pour me rendre jaloux? C'est pathétique. Daniel, Chloé est là. C'est elle la vraie. Tu n'es qu'une imitation. » Daniel but une gorgée d'eau. Imperturbable, elle s'approcha de lui, envahissant son espace personnel. Elle sentait le sentil et le danger. « Je ne suis pas là pour toi, Ethan, » dit-elle calmement. « Je suis ici pour affaires. » « Pour affaires? » Ethan ricana bruyamment. « Quelles affaires? À moins qu'ils aient besoin de quelqu'un pour remplir les cafetières, tu n'as rien à faire ici. » En fait, une voix grave l'interrompit. Alistair Graham s'avança doucement et s'interposa entre Ethan et Daniel. Il regarda Ethan avec l'expression ennuyée d'un homme observant une mouche qui bourdonne contre une fenêtre. « Monsieur Blackwood, » dit Alistair, « je vous conseille de parler avec plus de respect. Vous vous adressez au directeur de Nebula Holdings. » Le monde s'arrêta pour Ethan. Le bruit de la fête s'estompa pour laisser place à un sifflement aigu dans ses oreilles. « Quoi? » s'étrangla Ethan. « Nebula, les investisseurs.
Les investisseurs majoritaires, le corrigea Daniel. Un petit sourire cruel effleura ses lèvres, la première émotion qu'elle avait montrée de toute la soirée. Nous avons examiné vos finances, Ethan. Elles sont préoccupantes. Nous avons beaucoup à discuter avant que je décide si Apex vaut la peine d'être sauvé. Elle se pencha vers lui, ses lèvres effleurant son oreille. Et au fait, murmura-t-elle, cette robe n'est pas louée. Je suis propriétaire de la société qui l'a fabriquée. Elle s'écarta, lui adressa un signe de tête poli et passa devant lui, le laissant debout au milieu de la salle de bal, paralysé, tandis que la traîne cramoisie de sa robe balayait ses chaussures cirées comme une traînée de sang. Le soleil matinal frappait la façade vitrée du bâtiment Apex Tech, le transformant en un pilier de lumière aveuglant dans le centre-ville de Seattle. C'était un bâtiment conçu pour intimider, avec son acier chromé et son minimalisme agressif. Danielle Vane se tenait dans l'ascenseur, regardant les étages défiler. 10, 15, 20. À côté d'elle, Alistair Graham ajustait sa cravate en soie. Il regarda sa montre. Le groupe Kensington avait envoyé sa lettre de refus à 8 heures pile, dit-il doucement. Ethan l'avait reçue il y a 10 minutes. À cet instant, il était un homme qui regardait son parachute ne pas s'ouvrir. Danielle ne sourit pas. Elle lissa le revers de son blazer en crêpe blanc. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de vengeance au sens propre du terme. Il s'agissait de quelque chose de plus froid. C'était l'autopsie d'un mariage mené dans une salle de réunion. « Sait-il que je viens? » demanda Daniel. « Il sait que Nebula Holdings vient, » répondit Alistair. « Il ne connaît pas le visage du bourreau. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un léger tintement. Le hall d'entrée était en effervescence. La nouvelle s'était clairement répandue. La réceptionniste, une jeune femme nommée Jessica, qui avait l'habitude de lancer des regards compatissants à Daniel lorsqu'elle apportait son déjeuner à Ethan, se figea. Elle écarquilla les yeux en voyant Daniel, le tailleur sur mesure, le sac Birkin, l'aura de commandement absolu. « Mademoiselle Madame Blackwood » balbutia Jessica. « Mademoiselle Vane » corrigea Daniel sans s'arrêter. « Il est là. Il est dans la salle de conférence avec le conseil d'administration. Mais je ne pense pas. » Daniel passa devant elle, Alistair la suivant comme son ombre. Elle poussa les lourdes portes doubles de la salle de conférence principale. La salle se tut. Ethan se tenait en bout de table, la cravate défaite, les cheveux en bataille. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. 4 autres hommes, des investisseurs mineurs et des membres du conseil d'administration, étaient assis autour de la table. Ils avaient tous l'air sombre. Ethan s'interrompit au milieu d'une phrase. Il fixa Daniel du regard. Son visage passa par une série complexe de contorsions, choc, confusion, puis espoir désespéré et désespéré. « Daniel, souffla-t-il. Il fit un pas vers elle. « Tu es venu. » Il se tourna vers les membres du conseil d'administration. Un sourire frénétique se dessina sur son visage. « Messieurs, voici ma femme, mon ex-femme, elle est venue me soutenir. » Daniel se dirigea vers l'autre bout de la longue table en chêne. Elle ne s'assit pas. Elle posa son porte-documents en cuir sur la table avec un bruit sourd. « Je ne suis pas venu te soutenir, Ethan, » dit-elle. Sa voix était calme et dégageait une autorité naturelle. « Je suis ici pour vous contrôler. » « Vous contrôler? » L'un des membres du conseil d'administration, un homme corpulent nommé Monsieur Henderson, leva les yeux. « Qui est-ce? » Blackwood. « Voici Danielle Vane, » annonça Alistair en s'avançant. « Elle est l'unique propriétaire de Nebula Holdings, l'entité qui détient actuellement 40% de votre dette de crédit relais. » L'air se raréfia dans la pièce. Ethan agrippa le dossier de sa chaise, les jointures de ses doigts blanchissants. « Votre Nebula? C'est impossible. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Vous êtes serveuse. Vous avez dit... » Daniel ouvrit le portefeuille. « C'est moi qui détiens désormais l'hypothèque sur ce bureau. C'est moi qui possède la ferme de serveurs que vous louez dans l'Oregon. Et je suis la seule personne dans cette ville à être prête à signer un chèque pour empêcher Apex de se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites d'ici vendredi. » Elle fit glisser un document sur la table. Il roula doucement sur le bois poli et s'arrêta juste devant Ethan. « L'accord avec Kensington est mort, Ethan. » Daniel a dit, « Il n'aime pas le risque et tu représentes un risque élevé. » Ethan a regardé le document. C'était une liste de conditions, mais ce n'était pas un accord de partenariat. C'était une prise de contrôle hostile. Ethan a lu d'une voix tremblante. « Cela donne à Nebula une participation majoritaire. 60% du capital. Vous me rétrogradez. Je serais un simple employé dans ma propre entreprise. Vous seriez directeur technique, corrigea Daniel. Vous êtes un bon programmeur, Ethan,
Mais vous êtes un très mauvais PDG. Vous dépensez trop pour les apparences et pas assez pour le produit. Vous traitez les gens comme des actifs à liquider. Elle se pencha en avant, les mains posées sur la table. Voici l'offre. Nebula injecte immédiatement 20 millions de dollars. Nous remboursons les dettes. Nous maintenons l'entreprise à flot. En échange, je prends le poste de présidente, je contrôle le conseil d'administration, je contrôle le budget. Et vous? Elle fit une pause, les yeux rivés sur lui. Vous recevez un salaire modeste, basé sur vos performances. Je ne signerai pas ça, cracha Ethan, son ego s'enflammant. C'est insultant. J'ai construit cette entreprise. Je suis Apex. Alors vous pourrez expliquer à ces messieurs, dit Daniel en désignant les membres du conseil d'administration, pourquoi leurs stock options ne vaudront plus rien lundi matin. Monsieur Henderson s'éclaircit la gorge. Il regarda Ethan avec un regard froid et calculateur. « Ethan, grommela-t-il, si Kensington se retire, nous n'avons plus aucune liquidité. Si Mademoiselle Vane nous offre une bouée de sauvetage, nous devons la saisir. Elle fait cela par dépit. » Ethan cria en pointant un doigt tremblant vers elle. « Vous ne comprenez pas? C'est mon ex-femme. Elle est amère parce que je l'ai quittée. Ce n'est pas une question d'affaires. C'est une vendetta. » Daniel ne broncha pas. Elle se tourna vers Allister. « Monsieur Graham, veuillez montrer le rapport de diligence raisonnable au conseil d'administration. » Allister distribua des dossiers aux membres du conseil. Page 4. Daniel indiqua qu'Ethan avait utilisé les fonds de l'entreprise pour louer un appartement terrasse à Belltown sous le nom de Shell LLC. Page 6. 80 000 $ de frais de consultation versés à une société appartenant à Close Street. Le père de James, un pot de vin pour obtenir un rendez-vous qui a finalement échoué. Page 10. Dépenses personnelles imputées au compte de l'entreprise, y compris un bracelet Cartier acheté 3 jours avant qu'il ne me demande le divorce. Les membres du conseil d'administration ont feuilleté les pages. Le silence était lourd, suffocant. Ethan s'est recroquevillé. Il semblait tout petit. « Ce n'est pas une vendetta, Ethan, » a dit Daniel doucement. « C'est une correction. Tu m'as traité de mauvais investissement. Je prouve simplement que je sais mieux gérer mes actifs que toi. » Elle regarda sa montre. Une Cartier Tank en platine, un cadeau provenant de la collection de son grand-père. « Tu as jusqu'à 17 heures pour signer, dit-elle. Sinon, Nebula retirera son offre et je laisserai la banque saisir lundi. J'achèterai la propriété intellectuelle à la vente aux enchères de la faillite pour quelques centimes. » Elle se retourna et se dirigea vers la porte. « Daniel » s'écria Ethan, la voix brisée. Il ressemblait à un enfant perdu dans un supermarché. Elle s'arrêta, la main sur la poignée en laiton. Elle ne se retourna pas. « C'est Mademoiselle Vane, dit-elle. » Puis elle sortit, le laissant dans une pièce remplie d'hommes qui le regardaient déjà comme un homme mort en sursis. Les retombées furent lentes et douloureuses. Daniel ne resta pas à Seattle pour voir l'encre sécher. Elle s'envola pour New York pour assister à des réunions concernant les intérêts maritimes de Vane, laissant Allister gérer la transition chez Apex. Elle voulait qu'Ethan transpire. Elle voulait qu'il reste assis dans son bureau vitré, les yeux rivés sur le téléphone, réalisant que sa patronne était la femme dont il avait brisé le cœur. Mais 3 jours plus tard, elle revint aux Four Seasons. Il pleuvait à nouveau, une averse typique de Seattle. Elle était assise dans le salon en train de boire du thé lorsque le concierge s'approcha. « Mademoiselle Vane, dit-il discrètement. Monsieur Blackwood est ici. Il insiste. Il dit qu'il s'agit d'une urgence personnelle. » Daniel soupira. Elle s'y attendait. « Faites-le monter, mais laissez la porte ouverte et demandez à la sécurité de se tenir près de l'ascenseur. » Quelques minutes plus tard, Ethan apparut. Il avait l'air encore plus mal en point qu'à la réunion du conseil d'administration. Son arrogance avait disparu, remplacée par un regard affolé et vide. Il ne portait pas de costume. Il était vêtu d'un jean et d'un imperméable trempé. Il se tenait dans l'entrée de la suite, laissant couler des gouttes d'eau sur le sol en marbre. « Elle m'a quitté, » dit Ethan. Sans se dire bonjour ni préambule, Daniel posa sa tasse de thé. « Chloé, elle a vu le contrat, » dit Ethan d'une voix terne. « Elle a vu que je ne suis plus l'actionnaire majoritaire. Elle m'a traité d'imposteur. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas épouser un cadre moyen. Elle m'a rendu la bague. » Il a ri, d'un rire amer et saccadé. Elle ne me l'a même pas remise en main propre. Elle l'a laissée sur le comptoir avec un mot. Daniel le regarda. Elle chercha de la pitié dans son cœur. Trouva pas. Elle se souvint des nuits qu'elle avait passées seule pendant qu'il réseautait avec Chloé. Elle se souvenait des avis d'expulsion qu'elle lui avait cachés pour ne pas l'inquiéter.
Je suis désolé d'apprendre cela, Ethan, dit-elle d'un ton neutre, mais je ne vois pas en quoi cela me concerne. Ethan entra dans la pièce, le regard suppliant. Daniel, arrête, s'il te plaît. Je sais ce que tu fais. Tu me punis. D'accord, je comprends. J'ai été un salaud. J'ai été cruel. Je me suis laissé emporter par l'engouement général. Je me suis perdu. Il tomba à genoux près du fauteuil où elle était assise. Il tendit la main vers elle, mais elle la repoussa. « Je me souviens de nous, » dit-il d'une voix tremblante. « Je me souviens du bal de 2e année. Je me souviens de la nuit où nous avons roulé jusqu'à la côte et dormi dans la voiture. Tu m'aimais, Daniel. Tu m'aimais quand je n'étais personne. Ça ne signifiait rien pour toi. Ça signifie tout, » répondit Daniel. Sa voix était tranchante, coupant court à sa nostalgie. Ça signifie que je t'aimais quand tu n'avais rien et que tu m'as quitté dès que tu as pensé avoir trouvé mieux. Ça prouve que mon amour était sincère et que le tien était conditionnel. Je peux changer, supplia Ethan. Annule le marché. Redonne-moi le contrôle. Essayons à nouveau. Tu as l'argent maintenant. Nous pouvons être le couple puissant dont j'ai toujours parlé. Nous pouvons diriger cette ville, toi et moi, comme nous l'avons promis. Daniel le regarda avec une profonde tristesse. Il ne comprenait toujours pas. Il pensait que son argent était la solution. Il pensait pouvoir simplement revenir dans sa vie parce qu'elle était riche maintenant. « Ethan, dit-elle, sais-tu pourquoi j'ai cet argent? » Il cligna des yeux, perplexe. « Ton grand-père, il est mort, il est mort. » Daniel acquiesça, mais il a laissé une condition. On l'appelait la clause parasite. Ethan fronça les sourcils. « Parasite? » Il savait qui tu étais. Daniel le dit. « Il t'a observé pendant 10 ans. Il t'a vu vider mes économies. Il t'a vu me laisser travailler d'arrache-pied pendant que tu jouais au PDG. Il te détestait, Ethan. Il te détestait tellement qu'il a bloqué mon héritage. » Elle se pencha en avant, les yeux brûlants. Le testament stipulait que je ne pouvais accéder au fonds qu'après notre divorce. Si j'étais resté avec toi, je serais morte pauvre. Tu étais littéralement la seule chose qui me séparait d'1 milliard de dollars. Ethan recula comme si elle l'avait giflé. Il s'assit sur ses talons, ouvrant et fermant la bouche. « Si tu avais été un bon mari, » continua Daniel sans relâche, « si tu avais été gentil, je n'aurais peut-être jamais signé ces papiers. Je serais peut-être resté avec toi et nous aurions lutté ensemble. Mais parce que tu étais cupide, parce que tu m'as jeté comme un déchet, tu m'as donné les clés du royaume. » L'ironie de la situation le frappa. Il pouvait le voir dans ses yeux, la prise de conscience écrasante. Il avait renoncé à 1 milliard de dollars pour courir après une femme qui ne valait qu'une fraction de cette somme. Et ce faisant, il avait activé la fortune même qu'il désirait si désespérément. « Moi, Ethan s'étrangla, c'est moi qui ai fait ça. »« C'est toi qui as fait ça, » confirma Daniel. « Tu es l'architecte de ta propre destruction et l'architecte de mon succès. » Elle se leva. Le mouvement était définitif. « Rentre chez toi, Ethan. Va à ton travail. Sois un bon directeur technique. Fais ton rapport au conseil d'administration lundi. Si tu fais du bon travail, je t'accorderai peut-être une augmentation l'année prochaine. »« Tu ne peux pas faire ça, » murmura-t-il. « Je suis ton mari. Vérifie les papiers, Ethan, » dit Daniel en se dirigeant vers la porte et en la tenant ouverte. La sécurité attendait dans le couloir. « Tu n'es qu'un employé. » Ethan se leva lentement. Il regarda une dernière fois autour de lui. Le luxe, le pouvoir, la femme qui l'avait surpassé à tous les égards. Il semblait vouloir crier, casser quelque chose, mais il n'avait plus la force de se battre. Il était ruiné dans tous les sens du terme. Il sortit dans le couloir, les épaules affaissées. Daniel ferma la porte. Le loquet émit un clic définitif. Elle appuya son front contre le bois pendant un instant, prenant une profonde inspiration. C'était fini. Le fantôme était épuisé, mais au moment où elle se retournait vers la pièce, son téléphone sonna. C'était Alice Tester, Mademoiselle Vane. La voix d'Alice Tester était pressante. « Nous avons un problème. »« Qu'y a-t-il » demanda Daniel, son adrénaline remontant en flèche. « A-t-il signé » ?« Il a signé, répondit Alice Tester. Mais quelqu'un d'autre conteste la prise de contrôle. Il semble que Silas Vane avait un autre secret, un partenaire silencieux dans la compagnie maritime qui a un droit de préemption sur tout transfert de pouvoir. « Qui » Daniel demanda à parler à un homme nommé Julian Thorne. Alice Tester répondit qu'il venait d'atterrir à Seattle. Et Daniel, il dit que la fortune des Vane ne t'appartient pas encore entièrement. Il prétend que Silas lui a également promis un test qui te concerne. Daniel serra le téléphone. Le drame n'était pas terminé. Il changeait simplement de terrain. « Amenez-le-moi, » dit Daniel en plissant les yeux. « S'il veut me tester, il va découvrir que je n'échoue pas 2 fois. »
La rencontre avec l'homme qui détenait la clé finale de l'Empire Vane n'eut pas lieu dans une salle de réunion, mais sur le pont d'un porte-conteneurs amarré dans le port de Seattle. Il pleuvait et un vent froid soufflait sur l'eau sombre. Mais Danielle ne tremblait pas. Elle se tenait debout dans son trench coat, regardant les grues chargeurs d'énormes conteneurs en acier estampillés du logo Vane Logistics. L'homme, Thorne, se tenait près de la rambarde. Il était plus jeune qu'Alistair, peut-être dans la quarantaine, avec l'air buriné d'un homme qui avait passé plus de temps en mer que dans un bureau. « Salas m'a dit que vous étiez faible, » dit Thorne, sans se tourner vers elle. « Il m'a dit que vous aviez bon cœur, mais que vous manquiez de fermeté. Il craignait qu'une fois l'argent obtenu, vous liquidiez la flotte et déménagiez à Tuscaniani. »« Salas ne me connaissait pas, » répondit Danielle, sa voix couvrant le bruit du vent. « Il m'observait, mais il ne me connaissait pas. Il ne savait pas que survivre à un homme comme Ethan Blackwood exigeait plus de force que de diriger une entreprise. » Thorne se retourna. Il tenait un document dans sa main, le formulaire de décharge qui lui accorderait le contrôle total et sans restriction des voies maritimes. Ou, si elle échouait à son évaluation, le document qui l'obligerait à racheter ses parts, la laissant riche mais impuissante. « L'industrie maritime est cruelle, mademoiselle Vane, » dit Thorne. « Ce sont les syndicats, ce sont les droits de douane, ce sont les tempêtes qui font couler des centaines de millions de cargaisons en 10 minutes. » Ethan Blackwood a craqué parce qu'il ne supportait pas la pression d'une start-up technologique. C'est une zone de guerre. Danielle s'avança. Elle ne s'y a pas. « Je sais, dit-elle. J'ai passé les 3 dernières semaines à analyser les itinéraires. Votre flotte du Pacifique perd de l'argent à cause de contrats de carburant obsolètes à Singapour. Vous êtes surassuré sur les routes de l'Atlantique et sous-assuré en mer de Chine méridionale. Si nous renégocions les taxes sur le carburant et modernisons les systèmes de suivi à l'aide de la technologie d'Apex, que je contrôle désormais, nous augmenterons les marges de 12% au premier trimestre. » Thorne fit une pause, plissa les yeux et l'évalua. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle connaisse la logistique. Il s'attendait à une mondaine. « Vous avez lu les rapports, remarqua-t-il. « Je les ai mémorisés, corrigea Danielle. Et je ne veux pas aller à Tuscaniani. Je veux construire. » Thorne traitait les gens comme des actifs jetables. J'ai l'intention de traiter cette entreprise comme une famille. C'est la différence entre un patron et un leader. Un lent sourire se dessina sur le visage de Thorne. Il baissa les yeux vers le document, puis les releva vers elle. Il sortit un stylo de la poche de sa veste, signa en bas de page et le lui tendit. « Silus avait tort, dit Thorne. Vous n'êtes pas douce. Vous êtes de l'acier recouvert de velours. La flotte est à vous, Danielle. » 6 mois plus tard, Business Insider présentait un nouveau visage en couverture. Ce n'était pas Ethan Blackwood, c'était Daniel Vane, sous le titre « Le Phénix du son ». Ethan vide le magazine dans un kiosque à journaux alors qu'il se rendait à l'arrêt de bus. Il était toujours directeur technique d'Apex, mais son autorité avait disparu. Il rendait compte à un conseil d'administration qui surveillait chacun de ses gestes. Il vivait dans un petit studio, économisant de l'argent pour rembourser les dettes contractées pendant ses années fastes. Chloe Street James avait épousé un gestionnaire de fonds spéculatifs lors d'un mariage éclair à Las Vegas 2 semaines auparavant. Ethan regarda la photo de Danielle. Elle semblait radieuse, forte et inaccessible. Il tendit la main, son doigt planant au-dessus de son visage sur le papier glacé, se souvenant de la chaleur de sa main lorsqu'elle le réconfortait après une mauvaise journée. Il avait tenu un diamant dans sa main et l'avait échangé contre un morceau de verre. Il releva son col pour se protéger de la pluie et continua à marcher. Daniel Vane était parti à la conquête du monde. Ethan Blackwood apprenait tout juste à y vivre. Et voilà l'histoire de Daniel Vane. Elle nous rappelle que parfois, la personne qui vous rejette vous rend le plus grand service de votre vie. Ethan pensait se débarrasser d'un poids mort, mais en réalité, il coupait l'ancre qui empêchait Daniel de naviguer. Dans la vie, les gens essaient de vous évaluer en fonction de leur propre perspective limitée. Ils examineront vos difficultés actuelles et supposeront qu'elles définissent votre identité de manière permanente. Mais comme Daniel, votre moment le plus difficile n'est pas la fin de votre histoire. C'est souvent le prologue de votre plus beau chapitre. La véritable richesse ne se mesure pas seulement en milliards de dollars sur un compte bancaire. C'est la prise de conscience que vous êtes capable, que vous êtes résilient et que vous avez de la valeur avec ou sans l'approbation des autres. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance, de rédemption et de réussite, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer et me permet de savoir que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Pensez-vous que Daniel a eu raison de garder Ethan comme employé ou aurait-elle dû le licencier définitivement?
Faites-moi part de votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. À bientôt pour la prochaine.